J'étais allongé dans mon lit, le corps brûlant de fièvre, quand le téléphone a sonné pour la 10e fois. C'était encore elle. Je ne peux vraiment pas venir aujourd'hui, j'ai cette réunion importante. La voix de ma fille résonnait avec une indifférence qui m'a glacé le sang malgré ma température. 3 jours que j'étais cloué au lit avec 40 de fièvre, incapable même de me lever pour boire un verre d'eau. 3 jours à supplier ma propre fille de venir m'aider. 3 jours de promesses vides et d'excuses. Je l'ai entendu soupirer d'impatience à l'autre bout du fil. Tu ne pourrais pas appeler un voisin ou un service d'aide à domicile. J'ai senti quelque chose se briser en moi. 72 ans de ma vie, dont 30 consacrés à élever cette femme ingrate qui ne pouvait pas trouver 2 heures pour son père mourant. Dans un élan de lucidité fébrile, j'ai appelé mon vieil ami Bernard, avocat à la retraite. « Viens immédiatement », lui ai-je dit, « et apporte les documents pour modifier mon testament. » 2 heures plus tard, alors que je signais les papiers d'une main tremblante, mon téléphone a vibré avec un message de ma fille. Je passerai peut-être demain. Trop tard. Le nom de Sophie venait d'être rayé de mon testament, remplacé par celui de la seule personne qui m'avait montré de la compassion ces derniers jours. Clémence, ma voisine de 68 ans qui venait 3 fois par jour prendre soin de moi sans que je lui demande rien. Si ma fille avait pris la peine de venir, elle aurait vu son père changer la destinée de toute sa fortune. Mais elle était trop occupée. Maintenant, elle ne recevra rien. Absolument rien. Avant de vous raconter comment j'en suis arrivé là, abonnez-vous à cette chaîne et dites-moi dans les commentaires. Avez-vous déjà été abandonné par un proche quand vous aviez désespérément besoin d'aide? Je m'appelle Léon, j'ai 72 ans. Et pendant la majeure partie de ma vie, j'ai été professeur de mathématiques à l'université. Une carrière respectable qui m'a permis d'amasser un patrimoine confortable, un appartement dans le 16e arrondissement de Paris, un chalet dans les Alpes et des investissements qui me rapportent suffisamment pour vivre paisiblement ma retraite. Mais quand on arrive à mon âge, la richesse matérielle perd de son importance. Ce qui compte vraiment, c'est d'avoir quelqu'un sur qui compter. Ma femme Marguerite est décédée il y a 5 ans d'un cancer. Nous avons eu une fille unique, Sophie. Après la mort de Marguerite, Sophie s'est progressivement éloignée. Au début, c'était subtil, des appels plus courts, des visites plus espacées. Puis sont venues les excuses, le travail, les enfants, le manque de temps. Des excuses que j'acceptais en silence, me disant que c'était normal qu'elle ait sa propre vie. Sophie a toujours été ambitieuse. Brillante avocate d'affaires, elle jongle entre ses responsabilités professionnelles et sa famille. Mon gendre Mathis et leurs 2 enfants. Je comprends que sa vie soit chargée, mais est-ce une raison pour abandonner son père quand il a besoin d'elle? Cet hiver parisien a été particulièrement rigoureux. Le froid s'infiltrait dans mon appartement malgré le chauffage à pleine puissance. Et mes vieilles articulations me faisaient souffrir plus que d'habitude. J'ai commencé à me sentir faible un mardi matin. D'abord, j'ai cru que c'était juste de la fatigue. J'ai pris mon petit déjeuner comme d'habitude, un café noir et une tartine beurrée. Mais quand j'ai voulu me lever pour débarrasser, mes jambes se sont dérobées sous moi. J'ai réussi à me traîner jusqu'au canapé, le corps soudainement lourd et douloureux. Ma tête tournait et je sentais une chaleur anormale m'envahir. J'ai cherché mon téléphone pour appeler Sophie. Il était presque midi, elle devait être en pause déjeuner. « Allô, papa ?» Sa voix était pressée avec le bruit d'un restaurant en arrière-plan. « Sophie, je ne me sens pas bien du tout. Je crois que j'ai de la fièvre et je n'arrive presque pas à me lever. » Un silence, puis un soupir. « Tu as pris ta température ?»« Non, je n'y arrive pas. Je suis trop faible pour aller chercher le thermomètre. » « Tu exagères peut-être un peu, non? Tu as probablement juste attrapé un rhume. Prends du paracétamol et repose-toi. » J'ai senti une pointe de douleur qui n'avait rien à voir avec ma maladie. « Sophie, j'ai vraiment besoin d'aide. Est-ce que tu pourrais passer après ton travail? »« Papa, j'ai une réunion importante ce soir, et ensuite je dois récupérer les enfants à leurs activités. Je ne peux vraiment pas aujourd'hui. Appelle un médecin si tu es inquiet. » J'ai raccroché, blessé mais encore compréhensif. «
Peut-être qu'elle avait vraiment une journée impossible. J'ai réussi à me traîner jusqu'à la salle de bain pour prendre ma température, 39,5 degrés. J'ai avalé 2 comprimés de paracétamol et me suis effondré sur mon lit. La nuit a été terrible. Des frissons, des sueurs, l'impression que mon corps était alternativement plongé dans la glace, puis dans le feu. Au matin, j'étais tellement déshydraté que mes lèvres étaient craquelées. J'ai rappelé Sophie. « Comment vas-tu aujourd'hui » a-t-elle demandé distraitement. « Pire, je n'ai pas dormi. Ma température est toujours aussi élevée malgré les médicaments. J'ai besoin que quelqu'un m'aide, Sophie. Je n'arrive même pas à me lever pour boire de l'eau. Oh, papa, c'est vraiment pas de chance. Écoute, aujourd'hui c'est impossible. J'ai une audience au tribunal qui va durer toute la journée. Mais demain, je verrai si je peux passer en fin d'après-midi. Demain, ma voix s'est brisée. Sophie, j'ai besoin d'aide maintenant. Je pourrais me déshydrater complètement d'ici demain. Tu dramatises toujours tout. Appelle SOS médecin si c'est si grave, ou demande à un voisin de t'apporter à boire. Cette fois, j'ai senti la colère monter en moi. Je te demande juste de venir aider ton père malade. Est-ce trop demandé? Papa, j'ai des responsabilités. Je ne peux pas tout laisser tomber à chaque fois que tu as un petit problème. Un petit problème? J'étais peut-être en train de mourir et elle appelait ça un petit problème. J'ai raccroché sans dire au revoir, trop faible et trop blessé pour argumenter. C'est à ce moment que j'ai entendu frapper à ma porte. Avec un effort surhumain, je me suis traîné pour ouvrir. C'était Clémence, ma voisine du dessous. Veuve depuis 10 ans, elle vivait seule comme moi. Nous échangions parfois quelques mots dans l'ascenseur, mais sans plus. « Bonjour Léon, je venais vous emprunter un peu de sel et... » Elle s'est interrompue en me voyant les yeux écarquillés. « Mon Dieu, mais vous êtes malade !» Je devais avoir une allure épouvantable, en pyjama, le visage rouge de fièvre, tremblant sur mes jambes. « Ce n'est rien, ai-je marmonné, juste une grippe. » Sans me demander mon avis, Clémence est entrée dans l'appartement et m'a aidé à retourner au lit. Elle a touché mon front et a secoué la tête. « Vous êtes brûlant. Avez-vous appelé un médecin ?» Ma fille dit que je dramatise. Ai-je répondu avec amertume. Clémence a froncé les sourcils. « Eh bien, votre fille n'est pas là, et moi je dis que vous avez besoin d'un médecin. Je vais appeler le mien tout de suite. » En moins d'1 heure, son médecin était là. Diagnostic, une grippe sévère compliquée par une déshydratation importante. Il a prescrit des antiviraux, des antipyrétiques plus forts que ce que je prenais, et surtout, beaucoup de repos et d'hydratation. Il devrait être surveillé, a-t-il dit à Clémence. À son âge, une grippe peut rapidement se transformer en pneumonie. Après le départ du médecin, j'ai cru que Clémence allait partir aussi. Au lieu de cela, elle a retroussé ses manches. Je vais vous préparer quelque chose à manger et ensuite nous verrons pour les médicaments. Vous n'êtes pas obligé, ai-je protesté faiblement. Je sais, a-t-elle répondu simplement, mais c'est ce que font les voisins. Pendant les 2 jours suivants, Clémence est venue 3 fois par jour. Elle m'apportait des soupes chaudes, s'assurait que je prenais mes médicaments et restait parfois simplement assise près de mon lit, me racontant des histoires de son passé ou me lisant le journal. Entre ces visites, j'appelais Sophie, espérant toujours qu'elle viendrait. « J'essaierai de passer demain », répétait-elle chaque jour, sans jamais venir. Le 3e jour, ma fièvre a légèrement baissé, mais j'étais toujours très faible. Clémence est arrivée avec un bouquet de fleurs fraîches pour égayer ma chambre. « Comment allez-vous aujourd'hui, Léon ?»« Mieux grâce à vous », ai-je répondu avec sincérité. Nous avons parlé pendant un moment et j'ai appris qu'avant sa retraite, Clémence avait été infirmière. Cela expliquait ses gestes précis et son calme face à ma maladie. « Votre fille n'est toujours pas venue ?» a-t-elle demandé doucement. « Non, elle est trop occupée apparemment. » Clémence n'a rien dit, mais j'ai vu dans ses yeux qu'elle désapprouvait. Pas besoin de mots. C'est à ce moment que Sophie a appelé. Encore une fois, elle avait une excuse pour ne pas venir. Cette fois, c'était une réunion avec un client important. Je l'écoutais, le cœur lourd, quand quelque chose en moi s'est brisé. « Sophie, l'ai-je interrompu, j'ai compris le message. Tu n'as pas de temps pour ton vieux père. Ne t'inquiète pas,
Je ne t'embêterai plus avec mes petits problèmes. Papa, ce n'est pas juste. Tu sais bien que j'ai des responsabilités. Et moi, n'en ai-je pas été une pour toi toute ta vie? Quand ta mère est morte, qui t'a consolé? Quand tu as divorcé de ton premier mari? Qui t'a soutenu émotionnellement et financièrement? Quand tes enfants étaient petits et que tu avais besoin de quelqu'un pour les garder pendant tes conférences, qui était là? Un silence à l'autre bout de la ligne. Puis, c'est différent. Non, ce n'est pas différent. C'est exactement la même chose. J'ai été là quand tu avais besoin de moi, mais tu n'es pas là quand j'ai besoin de toi. Tu es injuste, je fais ce que je peux. Ce que tu peux. Tu n'as rien fait du tout. Heureusement que ma voisine a plus de compassion que ma propre fille. J'ai raccroché, tremblant de colère et d'émotion. Clémence me regardait, inquiète. Je suis désolé, Léon. Je n'aurais pas dû poser cette question. Non, vous avez eu raison. Il était temps que je lui dise ce que je ressens. Ma décision était prise. Si ma propre fille n'avait pas le temps de prendre soin de son père malade, pourquoi devrait-elle hériter de tout ce que j'avais construit? Pour qu'elle continue à négliger ce qui est vraiment important? Pour qu'elle transmette ces mêmes valeurs à mes petits-enfants? Clémence, pourriez-vous me faire une dernière faveur? Ai-je demandé. Bien sûr, tout ce que vous voulez. Pourriez-vous appeler mon ami Bernard? C'est un avocat à la retraite. J'aimerais qu'il vienne dès que possible. Clémence a semblé surprise, mais elle a acquiescé sans poser de questions. Elle a composé le numéro que je lui ai dicté et a passé le téléphone. Bernard, c'est Léon. J'ai besoin de te voir aujourd'hui. Oui, c'est urgent. Il s'agit de modifier mon testament. Non, je suis parfaitement lucide, ne t'inquiète pas. Dans 1 heure? Parfait. Après avoir raccroché, j'ai demandé à Clémence si elle pouvait rester jusqu'à l'arrivée de Bernard. Je ne voulais pas être seul pour ce que je m'apprêtais à faire. Bien sûr, Léon, je resterai aussi longtemps que vous aurez besoin de moi. Ces simples mots, prononcés avec sincérité, ont confirmé ma décision. Voilà quelqu'un qui méritait ma confiance et ma gratitude. Bernard est arrivé exactement 1 heure plus tard. Grand, toujours élégant malgré ses 75 ans, il est entré dans ma chambre avec un air préoccupé. « Léon, mon vieil ami, qu'est-ce qui se passe? Tu as l'air terrible. Grippe sévère. Mais ce n'est pas pour ça que je t'ai fait venir. » J'ai fait les présentations entre Bernard et Clémence, puis j'ai demandé à cette dernière si elle pouvait nous laisser seuls un moment. Elle s'est retirée discrètement dans le salon. « Je veux modifier mon testament. » ai-je annoncé à Bernard sans préambule. Il m'a regardé attentivement, évaluant mon état. « Tu es sûr que c'est le bon moment? Tu es malade? Peut-être que tu devrais attendre d'aller mieux. » Non, Bernard. Ma décision est prise et elle est réfléchie. Je veux déshériter Sophie. Bernard a haussé les sourcils. Tu sais que c'est compliqué en France, n'est-ce pas? La loi protège les enfants avec la réserve héréditaire. Tu ne peux pas complètement déshériter ta fille. Je sais. Mais je peux réduire sa part au minimum légal et donner le reste à quelqu'un d'autre. Et qui serait ce quelqu'un d'autre? J'ai hésité un instant. Clémence, ma voisine, la dame que tu viens de rencontrer. Bernard m'a regardé avec surprise. Tu es sérieux? Tu connais cette femme depuis combien de temps? Des années, mais nous sommes devenus proches seulement ces derniers jours. Quand j'étais malade et que personne ne venait m'aider, elle a été là, sans rien demander en retour, pendant que ma propre fille trouvait toutes les excuses du monde pour ne pas venir voir son père mourant. Bernard a soupiré. Je comprends ta colère, Léon, mais changer ton testament dans cet état émotionnel, c'est risqué. Sophie pourrait contester en disant que tu n'étais pas en pleine possession de tes facultés. Je suis parfaitement lucide, et je ne fais pas ça sur un coup de tête. Sophie a montré son vrai visage pendant cette maladie. Ce n'est pas la première fois qu'elle me néglige, mais c'est la fois de trop. Bernard m'a observé en silence pendant un moment, puis a sorti des documents de sa serviette. Très bien. Si c'est vraiment ce que tu veux, voici ce que nous allons faire. En France, tu ne peux pas priver Sophie de sa réserve héréditaire, qui correspond à la moitié de ton patrimoine, puisqu'elle est ton unique enfant.
Mais tu peux disposer librement de l'autre moitié, la quotité disponible. C'est exactement ce que je veux faire. Je veux que la quotité disponible aille à Clémence. Es-tu certain qu'elle acceptera? Certaines personnes peuvent se sentir mal à l'aise d'hériter d'un ami récent. Je lui demanderai. Si elle refuse, je donnerai tout à une association caritative, mais Sophie ne recevra que le strict minimum légal. Bernard a hoché la tête et a commencé à rédiger. Pendant qu'il écrivait, mon téléphone a vibré. Un message de Sophie. Je passerai peut-être demain. J'ai montré le message à Bernard. Tu vois? Peut-être. Après 3 jours où j'aurais pu mourir seul dans mon appartement. Bernard a soupiré, mais a continué à écrire. Quand il a eu fini, il m'a tendu le document. Voilà. Ce Nouveau Testament stipule que Sophie ne recevra que sa réserve héréditaire, soit la moitié de ton patrimoine. L'autre moitié ira à Clémence, sous réserve de son acceptation. Si elle refuse, cette part ira à l'association que tu m'as indiquée. J'ai lu attentivement le document. Tout était en ordre. Bernard avait même ajouté une clause expliquant les raisons de ma décision. L'abandon en période de grave maladie. Cela rendrait plus difficile pour Sophie de contester le testament en prétendant que j'étais mentalement diminué. C'est parfait, Bernard. Merci. Je dois te demander une dernière fois, Léon. Es-tu absolument sûr de vouloir faire cela? J'ai repensé aux 3 jours de solitude et de souffrance, aux appels ignorés, aux promesses non tenues, et puis à Clémence, qui venait 3 fois par jour sans que je lui demande rien. Oui, Bernard, je n'ai jamais été aussi sûr de quelque chose. J'ai signé le document d'une main tremblante, non pas d'hésitation mais de faiblesse physique. Bernard a signé comme témoin, puis a rangé le testament dans sa serviette. Je vais le déposer chez le notaire dès demain. Il sera enregistré officiellement. J'ai rappelé Clémence dans la chambre. Elle est entrée, l'air un peu inquiète. Tout va bien, Léon? Oui, Clémence, tout va bien maintenant. J'ai une question à vous poser, mais pas aujourd'hui, quand je serai complètement rétabli. Elle a hoché la tête sans insister. Bernard est parti peu après, me promettant de me tenir au courant des démarches. Clémence est restée pour préparer le dîner. Allongé dans mon lit, j'ai ressenti un étrange mélange de tristesse et de soulagement. Tristesse d'en être arrivé là avec Sophie. Soulagement d'avoir pris une décision qui me semblait juste. Mon téléphone a sonné à nouveau. C'était Sophie. Papa, je voulais juste te dire que je passerai probablement demain après-midi. Si tu as besoin de quelque chose du supermarché, j'ai senti un sourire amer se former sur mes lèvres. Ne te dérange pas, Sophie. Clémence s'occupe de tout. Clémence? Qui est Clémence? Ma voisine. La personne qui a pris soin de moi pendant que ma fille était trop occupée. Un silence. Puis, tu es injuste, papa. J'ai des responsabilités, un travail exigeant. Et moi, je ne suis pas une responsabilité. Ton père malade n'est pas une priorité. Bien sûr que si, mais... Il n'y a pas de mais, Sophie. Tes actions parlent plus fort que tes mots. Maintenant, si tu veux bien m'excuser, j'ai besoin de me reposer. J'ai raccroché avant qu'elle ne puisse répondre. Pour la première fois depuis longtemps, j'ai senti que j'avais repris le contrôle de ma vie. Ma fille m'avait abandonné quand j'avais le plus besoin d'elle, mais ce n'était pas la fin de mon histoire. C'était le début d'un nouveau chapitre. Un chapitre où je déciderais qui méritait vraiment de faire partie de ma vie et de mon héritage. La fièvre commençait à redescendre, mais ma résolution, elle, restait ferme comme l'acier. Sophie découvrirait bien assez tôt les conséquences de son abandon. Et peut-être, juste peut-être, apprendrait-elle une leçon précieuse sur ce qui compte vraiment dans la vie. Ce n'est pas l'argent, ce n'est pas le succès professionnel. C'est être là pour ceux qu'on aime quand ils ont besoin de nous. Une leçon que, visiblement, je n'avais pas réussi à lui enseigner de mon vivant. Peut-être que mon testament le ferait. Une semaine s'était écoulée depuis ma décision de modifier mon testament. Ma santé s'améliorait progressivement grâce aux soins attentifs de Clémence, qui continuait à me rendre visite quotidiennement, malgré mes protestations que j'allais mieux. Sophie, quant à elle, avait fini par venir me voir 2 jours après ma conversation avec Bernard. Une visite de 20 minutes.
montre en main, durant laquelle elle n'avait cessé de regarder son téléphone. Ce matin-là, je me sentais assez fort pour me lever et prendre un petit déjeuner normal dans ma cuisine. Le soleil hivernal perçait timidement à travers les nuages, projetant une lumière pâle sur le parquet de mon appartement. Je sirotais mon café, perdu dans mes pensées, quand la sonnette a retenti. C'était Sophie, en tailleur impeccable, les cheveux parfaitement coiffés. Elle semblait surprise de me trouver debout. « Papa, tu es levé, comme tu peux le constater, » ai-je répondu sèchement. « Je vais mieux, merci de t'en inquiéter. » Elle a ignoré mon ton et s'est assise en face de moi, posant son sac à main de luxe sur la table. « Je suis venu te parler de quelque chose d'important. » J'ai haussé les sourcils. « Je t'écoute. Il s'agit de ton appartement. » Elle a fait un geste englobant la pièce. « Mathis et moi pensons qu'il serait préférable que tu envisages de déménager dans une résidence senior. Tu sais, un endroit où tu serais entouré, où des professionnels pourraient s'occuper de toi. » J'ai reposé ma tasse si brusquement que le café a débordé sur la table. « Pardon ? » ?»« Ne le prends pas mal, papa. C'est pour ton bien. Ta récente maladie a montré que tu ne pouvais plus vivre seul. Imagine si ta voisine n'avait pas été là. Imagine si ma fille avait été là. » ai-je rétorqué, la colère montant en moi comme une vague. Sophie a soupiré, comme si elle parlait à un enfant difficile. « Papa, nous en avons déjà discuté. J'ai des responsabilités. Je ne peux pas tout laisser tomber à chaque fois que... » « À chaque fois, l'ai-je interrompu. Sophie, j'ai été gravement malade une fois dans l'année. Une seule fois où j'avais besoin de toi. Et tu n'étais pas là. C'est exactement pour ça que je pense à une résidence. Tu y serais en sécurité. » J'ai secoué la tête, incrédule. « Et mon appartement, qu'en ferais-tu » Un éclair a traversé son regard. Voilà donc le véritable motif de sa visite. Eh bien, il pourrait être vendu, ou nous pourrions l'habiter. Tu sais que les enfants grandissent et que notre appartement devient un peu juste. Et puis, ce serait plus pratique pour moi d'être plus proche du palais de justice. Je n'en croyais pas mes oreilles. Non seulement elle m'avait abandonné dans un moment critique, mais maintenant elle convoitait mon appartement. J'ai senti une profonde déception m'envahir, mêlée d'une colère froide et calculatrice. « Laisse-moi réfléchir », ai-je dit finalement, maîtrisant ma voix. « C'est une décision importante. » Sophie a souri, visiblement soulagée que je n'ai pas rejeté son idée d'emblée. « Bien sûr, papa. Prends ton temps, mais n'attends pas trop longtemps non plus. Les bonnes résidences ont des listes d'attente, tu sais. » Après son départ, je suis resté assis à la table, tremblant non plus de fièvre mais de rage. Comment osait-elle ? Comment pouvait-elle être devenue cette personne calculatrice et égoïste ? Ce n'était pas ainsi que Marguerite et moi l'avions élevée. La sonnette a retenti à nouveau. Cette fois, c'était Clémence, avec un petit pot de soupe faite maison. « Je vois que vous allez mieux aujourd'hui, Léon », a-t-elle dit en souriant. Physiquement, oui, moralement, c'est une autre histoire. Je lui ai raconté la visite de Sophie et sa proposition. Clémence a écouté sans m'interrompre, son visage exprimant une compassion sincère. « Je suis désolé, Léon, c'est difficile quand nos enfants ne sont pas à la hauteur de nos espérances. Le pire, c'est que je ne comprends pas comment elle a pu devenir ainsi. Sa mère et moi, nous lui avons enseigné l'importance de la famille, de l'entraide. » Clémence a posé sa main sur la mienne. Un geste simple mais réconfortant. « Les gens changent, Léon. Parfois en mieux, parfois en pire. Ce qui compte, c'est comment vous réagissez face à ce changement. » Ces paroles m'ont fait réfléchir. Comment allais-je réagir ? Mon testament était déjà modifié, mais était-ce suffisant ? Ne devrais-je pas également protéger mon présent ? Vous avez raison, Clémence. Et je sais exactement ce que je vais faire. J'ai appelé Bernard le jour même. Il est venu en fin d'après-midi et nous nous sommes installés dans mon salon. « Léon, tu as l'air d'aller mieux », a-t-il remarqué. « Oui, la fièvre est partie, mais j'ai un nouveau problème. » Je lui ai raconté la visite de Sophie et son projet de me faire déménager pour récupérer mon appartement. Bernard a froncé les sourcils. « Elle ne perd pas de temps, ta fille. » « Non, en effet.
Et c'est pourquoi j'ai besoin de ton aide encore une fois. Que veux-tu faire? Je veux protéger mes biens de mon vivant. Je ne veux pas qu'elle puisse me manipuler ou me forcer à vendre quoi que ce soit. Bernard a réfléchi un moment. Tu pourrais envisager une donation avec réserve d'usufruit. Tu donnerais la nue propriété de ton appartement à quelqu'un en qui tu as confiance, tout en conservant l'usufruit, c'est-à-dire le droit d'y vivre jusqu'à la fin de tes jours. À Clémence? Ai-je demandé, pensant immédiatement à ma voisine bienveillante. C'est une possibilité, mais réfléchis bien, Léon. Une donation est irrévocable, et il y a des implications fiscales importantes. Quelles autres options ai-je? Tu pourrais mettre en place un mandat de protection future. Cela te permettrait de désigner une personne de confiance pour gérer tes affaires si tu devenais incapable de le faire toi-même. Cela empêcherait Sophie de prendre des décisions à ta place. Cela me semble être une bonne idée. Et je voudrais que ce soit toi, Bernard, mon mandataire. Bernard a paru surpris. Moi? Tu es sûr? Nous sommes amis, mais c'est une grande responsabilité. Je te fais entièrement confiance. Tu es mon plus vieil ami, et tu es avocat. Tu sauras protéger mes intérêts et respecter mes volontés. Après une longue discussion, nous avons convenu que Bernard préparerait un mandat de protection future et que nous réfléchirions plus longuement à l'option de la donation. Le lendemain, Sophie m'a appelé pour savoir si j'avais réfléchi à sa proposition. Je lui ai dit que j'avais besoin de plus de temps. Elle a insisté, mentionnant qu'elle avait déjà pris des rendez-vous dans plusieurs résidences très bien cotées. « Sophie, je t'ai dit que j'avais besoin de temps. » ai-je répondu fermement. « C'est ma vie, mon appartement, et c'est à moi de décider. »« Mais papa, tu n'es plus tout jeune. Il faut penser à l'avenir. » « C'est exactement ce que je fais. Je pense à mon avenir, pas au tien. » Elle a raccroché, visiblement contrariée. Je savais que ce n'était que le début d'une bataille qui s'annonçait difficile. Mais j'étais déterminé à ne pas céder. Les jours suivants ont été relativement calmes. Je reprenais des forces et Clémence continuait à passer me voir régulièrement. Nous parlions de tout et de rien et j'appréciais de plus en plus sa compagnie. Elle avait une façon de voir la vie qui me rappelait Marguerite. Pragmatique, mais optimiste, réaliste, mais jamais cynique. Un après-midi, alors que nous prenions le thé dans mon salon, j'ai décidé d'aborder le sujet qui me préoccupait. « Clémence, j'ai quelque chose d'important à vous dire. » Elle a levé les yeux de sa tasse, attentive. Le jour où Bernard, mon avocat, est venu, j'ai modifié mon testament. J'ai décidé de vous léguer la quotité disponible de mon patrimoine, c'est-à-dire la moitié de mes biens qui ne sont pas légalement réservés à ma fille. Clémence a pâli, posant sa tasse sur la table d'une main tremblante. Léon, je ne peux pas accepter cela. Nous nous connaissons à peine. Vous m'avez peut-être sauvé la vie, Clémence. Quand ma propre fille m'a abandonné, vous étiez là, sans rien demander en retour. Ce genre de bonté est rare. Mais votre fille est votre fille, quels que soient ses défauts. Je ne veux pas être la cause d'une rupture définitive entre vous. La rupture était déjà là avant vous, Clémence. Sophie a changé au fil des ans, devenant de plus en plus distante, de plus en plus centrée sur sa carrière et ses ambitions matérielles. Ma maladie n'a fait que révéler l'étendue de cette distance. Clémence a gardé le silence un moment, semblant peser ses mots. Si vous faites cela, elle vous en voudra terriblement. Probablement. Mais dois-je pour autant récompenser son comportement? Dois-je lui laisser tout ce que j'ai construit alors qu'elle n'a pas eu 5 minutes pour son père mourant? Non, bien sûr que non. Mais il y a peut-être d'autres solutions. Avez-vous pensé à des œuvres caritatives, des associations? J'ai souri. Sa réaction désintéressée ne faisait que confirmer que j'avais fait le bon choix. J'y ai pensé, oui. Et si vous refusez catégoriquement mon legs, c'est ce que je ferai. Mais j'aimerais que vous y réfléchissiez, Clémence. Vous pourriez faire beaucoup de bien avec cet argent, y compris pour des causes qui vous tiennent à cœur. Elle a finalement acquiescé, promettant d'y réfléchir sérieusement. Le lendemain, j'ai reçu un appel de Mathis, mon gendre. C'était inhabituel, nous n'étions pas particulièrement proches et il me contactait rarement directement. « Léon, c'est Mathis. J'espère que vous vous sentez mieux. »
Beaucoup mieux, merci, ai-je répondu méfiant. Écoutez, je voulais vous parler de cette histoire de résidence. Sophie m'a dit que vous étiez réticent. C'est un euphémisme, Mathis. Je n'ai aucune intention de quitter mon appartement. Je comprends, mais pensez-y, à votre âge, vivre seul comporte des risques. Ce qui s'est passé récemment en est la preuve. Ce qui s'est passé récemment prouve surtout que je ne peux pas compter sur ma fille en cas de besoin. Un silence gêné s'est installé. Puis Mathis a repris, d'une voix plus douce, presque conspiratrice. Entre nous, Léon, je sais que Sophie n'a pas été à la hauteur pendant votre maladie. J'ai essayé de la convaincre de vous rendre visite, mais vous connaissez Sophie. Elle est tellement prise par son travail. Son travail passe avant son père mourant. Quelle valeur transmettez-vous à vos enfants, Mathis? C'est injuste, Léon. Nous faisons de notre mieux. Mais revenons à cette résidence. J'ai trouvé un endroit magnifique à Neuilly, avec vue sur la Seine. Un appartement s'y libère le mois prochain. J'ai pensé que nous pourrions aller le visiter ensemble. J'ai soudain compris. Mathis jouait au gentil, essayant de m'amadouer là où Sophie avait échoué avec son approche directe. Ils se complétaient parfaitement dans leur manipulation. Mathis, je vais être très clair. Je ne quitterai pas mon appartement, ni pour aller à Neuilly, ni pour aller où que ce soit d'autre. C'est ma maison, et j'y resterai aussi longtemps que je le pourrai. Mais Léon, non Mathis, la discussion est close. Et dites à Sophie que si elle continue à insister, je pourrais envisager d'autres modifications à mon testament. Des modifications qui ne seraient pas en sa faveur. J'ai raccroché le cœur battant. C'était la première fois que je faisais allusion au changement de testament. Je savais que cette menace voilée arriverait rapidement aux oreilles de Sophie. Peut-être cela la ferait-elle réfléchir. Effectivement, moins de 2 heures plus tard, Sophie m'appelait. La voix tremblante de colère à peine contenue. « Papa, qu'est-ce que c'est que cette histoire de testament? Tu as menacé Mathis ?» « Je n'ai menacé personne, Sophie. J'ai simplement dit la vérité. Si vous continuez à essayer de me forcer à quitter mon appartement, il y aura des conséquences. » « Quelles conséquences? Qu'as-tu fait, papa? Ce que j'ai fait ne te regarde pas. Pas encore. Bien sûr que si, ça me regarde. Il s'agit de mon héritage. » Voilà. Le mot était lâché. Ton héritage. Pas ta famille, pas ton père, mais ton héritage. Tu vois, Sophie, c'est exactement le problème. Tu ne penses qu'à ce que tu pourras obtenir après ma mort. Tu n'as jamais pensé à ce dont j'avais besoin de mon vivant. C'est faux. J'ai toujours été là pour toi. Vraiment. Où étais-tu quand j'avais 40 de fièvre et que je ne pouvais même pas me lever pour boire un verre d'eau? Où étais-tu quand j'appelais, suppliant pour de l'aide? J'étais occupé. J'ai un travail exigeant, une famille à gérer. Et moi, Sophie, ne suis-je pas aussi ta famille? Ou suis-je juste un distributeur automatique d'héritage qui doit rester sagement dans son coin jusqu'à sa mort? Tu es injuste et cruel, papa. Je fais de mon mieux. Non, Sophie, tu fais ce qui t'arrange. Et maintenant, tu essayes de me pousser dans une résidence pour récupérer mon appartement. Tu crois que je ne vois pas clair dans ton jeu? Ce n'est pas comme ça. Nous voulons juste que tu sois en sécurité. Si tu voulais vraiment ma sécurité, tu aurais été là quand j'avais besoin de toi. Pas 3 jours plus tard. J'ai entendu Sophie respirer profondément, comme pour se calmer. Écoute, papa, je crois que nous sommes tous les deux énervés. Reparlons-en plus tard, quand tu seras plus raisonnable. Plus raisonnable? Tu me traites comme un vieillard sénile maintenant? Non, bien sûr que non. C'est juste que tu n'es pas toi-même ces temps-ci. Au contraire, Sophie. Je n'ai jamais été aussi lucide qu'aujourd'hui, et ma décision est prise. Je reste dans mon appartement, et mon testament a été modifié. À toi de voir si tu veux reconstruire notre relation, ou si tu préfères continuer à penser uniquement à ton héritage. J'ai raccroché, épuisé émotionnellement. Cette confrontation m'avait vidé, mais je me sentais étrangement soulagé. Les masques étaient tombés, les vraies motivations exposées. Il n'y avait plus de faux-semblants entre Sophie et moi. Le soir même, j'ai reçu un message de Bernard m'informant que le mandat de protection future était prêt et que nous pouvions le signer dès le lendemain. J'ai également reçu un appel de Clémence. « Léon,
Je voulais juste prendre de vos nouvelles. Vous avez semblé perturbé toute la journée. Je lui ai raconté mes conversations avec Mathis et Sophie. Elle a écouté patiemment, comme toujours. Vous avez fait ce qu'il fallait, Léon. Il est important de poser des limites claires. Oui, mais je me sens triste malgré tout. C'est ma fille, après tout. C'est normal. L'amour parental ne s'éteint pas, même face à la déception. Mais vous devez vous protéger. C'est ce que je fais. Bernard a préparé un mandat de protection future. Je vais le signer demain. C'est une sage décision. Et j'ai réfléchi à ce que vous m'avez dit hier, à propos du testament. Oh, j'ai retenu mon souffle. Si vous êtes vraiment déterminé à me léguer cette part de votre patrimoine, je l'accepterai. Mais à une condition, que cet argent serve à créer une fondation au nom de votre défunte épouse, pour aider les personnes âgées isolées. J'ai senti mon cœur se gonfler d'émotion. Clémence avait trouvé la solution parfaite. Une façon d'honorer Marguerite tout en aidant des personnes dans le besoin. Clémence, c'est une idée merveilleuse. Marguerite aurait adoré cela. Alors c'est décidé. Si un jour cet héritage me revient, il sera entièrement consacré à cette fondation. Nous avons discuté un peu des détails, puis Clémence m'a souhaité bonne nuit. Après avoir raccroché, j'ai contemplé le portrait de Marguerite sur ma table de chevet. Tu vois, ma chérie, il y a encore des gens bien dans ce monde. Le lendemain, Bernard est venu avec les documents du mandat de protection future. Nous les avons soigneusement parcourus ensemble. Ce mandat te protège, Léon. Si un jour tu deviens incapable de prendre des décisions concernant ta personne ou tes biens, c'est moi qui les prendrai conformément à tes volontés exprimées ici. Et Sophie ne pourra pas interférer? Elle pourra contester le mandat devant le juge, mais tant que tu es en pleine possession de tes facultés au moment de la signature, le mandat restera valide. Et je suis en pleine possession de mes facultés, n'est-ce pas, Bernard? Mon ami a souri, aussi lucide qu'au jour de notre rencontre, il y a 50 ans. Nous avons signé le document que Bernard a ensuite emporté pour l'enregistrer officiellement. À peine 1 heure après le départ de Bernard, j'ai reçu un appel d'un numéro inconnu. C'était le docteur Olivier Dupont, se présentant comme gériatre. « Monsieur Laurent, je vous appelle concernant votre évaluation gériatrique prévue demain à 14 heures. » « Pardon? Je n'ai pris aucun rendez-vous avec un gériatre. » « Oh, c'est étrange. Votre fille, Madame Sophie Moreau, a pris rendez-vous en votre nom. Elle m'a dit que vous aviez des problèmes de mémoire et que vous pourriez ne pas vous souvenir de ce rendez-vous. » J'ai senti mon sang se glacer dans mes veines. « Des problèmes de mémoire? C'est ce qu'elle vous a dit? » Oui, ainsi que des épisodes de confusion et d'agressivité récents. Elle est inquiète pour votre capacité à vivre seule. Je serrais le téléphone si fort que mes articulations étaient blanches. Docteur Dupont, je n'ai aucun problème de mémoire. Ma fille essaie de me faire passer pour sénile afin de me placer en résidence et récupérer mon appartement. Il y a eu un silence embarrassé à l'autre bout de la ligne. Je vois. Je suis désolé de ce malentendu. Ce n'est pas un malentendu, docteur. C'est une tentative de manipulation. Et je vous serais reconnaissant de noter dans votre dossier que j'ai refusé ce rendez-vous et que je conteste formellement les allégations de ma fille concernant ma santé mentale. Bien sûr, monsieur Laurent. Je vais faire cela immédiatement. Après avoir raccroché, j'ai dû m'asseoir, les jambes tremblantes. Sophie était prête à me faire passer pour sénile. Jusqu'où était-elle prête à aller? L'appartement valait-il tant que ça à ses yeux? Ou était-ce l'ensemble de mon patrimoine qu'elle convoitait? J'ai immédiatement rappelé Bernard pour l'informer de ce nouvel événement. « C'est plus grave que je ne pensais, Léon, » a-t-il dit, la voix sombre. « Elle pourrait essayer de demander ta mise sous tutelle. Peut-elle réussir? Pas sans preuve médicale de ton incapacité. Mais le fait qu'elle essaie de prendre des rendez-vous médicaux en ton nom est préoccupant. Nous devons contre-attaquer. Comment? Je vais te prendre rendez-vous avec le docteur Martin, un médecin que je connais bien. Il fera une évaluation complète de tes capacités cognitives. Avec son rapport attestant de ta pleine lucidité, il sera beaucoup plus difficile pour Sophie de t'attaquer sur ce front. Fais-le, s'il te plaît. Et je te conseille aussi d'informer ton médecin traitant de la situation.
Demande-lui de ne communiquer aucune information médicale te concernant à ta fille sans ton autorisation explicite. J'ai suivi les conseils de Bernard à la lettre. Le docteur Martin m'a vu le jour même et a confirmé ce que je savais déjà. J'étais parfaitement lucide et capable de prendre mes propres décisions. Le soir, j'ai tout raconté à Clémence. Elle était horrifiée par les actions de Sophie. C'est incroyable qu'elle puisse aller si loin. Vous devriez peut-être envisager de porter plainte pour harcèlement. Je ne veux pas en arriver là, Clémence. Malgré tout, c'est ma fille. Clémence a hoché la tête, compréhensive. Je sais. Mais vous devez vous protéger. Sophie semble prête à tout pour arriver à ses fins. J'ai pris les précautions nécessaires avec Bernard. Le mandat de protection future est signé et j'ai maintenant un certificat médical attestant de ma santé mentale. C'est bien, mais restez vigilants et sachez que je suis là si vous avez besoin de quoi que ce soit. Sa présence était réconfortante, un phare dans la tempête que ma vie était devenue. Pour la première fois depuis longtemps, je ne me sentais pas seul face à l'adversité. Le lendemain, Sophie est venue sans prévenir. J'ai eu la surprise de la voir accompagnée d'un homme en costume que je n'avais jamais vu. Papa, je te présente Maître Dubois, mon collègue. Il est spécialisé en droit de la famille. L'avocat m'a tendu la main que j'ai serrée machinalement, méfiant. Pourquoi as-tu amené un avocat chez moi, Sophie? Nous voulons juste discuter de certaines questions légales concernant ta situation. Ma situation est parfaitement claire. Je suis chez moi, je vais bien, et je n'ai besoin ni d'une résidence, ni d'un tuteur, ni d'un avocat. Sophie a échangé un regard avec Maître Dubois, qui a pris la parole. Monsieur Laurent, votre fille est très inquiète pour vous. Après votre grave maladie, elle craint que vous ne puissiez plus gérer vos affaires correctement. Elle m'a parlé de décisions inhabituelles que vous auriez prises récemment. Quelle décision ? Ai-je demandé, sachant pertinemment qu'il faisait allusion à mon testament. Elle a évoqué des modifications à votre testament en faveur d'une personne que vous connaissez à peine. Ce genre de décision pourrait être interprété comme un signe de fragilité émotionnelle ou cognitive. J'ai regardé Sophie droit dans les yeux. Tu as donc parlé à Bernard? Il t'a dit pour le testament? Sophie a rougi légèrement. Non, il a refusé de me donner des détails, mais il a laissé entendre que tu avais fait des changements importants. Et au lieu de me demander directement, tu as amené un avocat pour m'intimider, pour me faire passer pour sénile. Maître Dubois a levé une main apaisante. Personne ne vous traite de sénile, monsieur Laurent. Nous sommes simplement préoccupés par... Je l'ai coupé net. Laissez-moi vous dire quelque chose, Maître Dubois. J'ai été professeur de mathématiques à l'université pendant 40 ans. Je fais toujours les mots croisés du Figaro tous les matins, et je les termine. Je gère mes investissements moi-même, et ils sont plus performants que ceux du gestionnaire de patrimoine que ma fille m'a recommandé. Alors oui, j'ai modifié mon testament, c'est mon droit le plus strict. Papa, a commencé Sophie. Non, Sophie, tu as franchi une ligne, tu as essayé de prendre rendez-vous avec un gériatre en mon nom, en prétendant que j'avais des problèmes de mémoire. Tu as amené un avocat chez moi sans me prévenir. Tu essaies de me faire passer pour incapable de gérer mes affaires. Tout ça pourquoi? Pour mon appartement? Pour mon argent? Ce n'est pas ça, papa. Je m'inquiète sincèrement pour toi. Si tu t'inquiétais sincèrement pour moi, tu serais venu quand j'étais malade. Tu n'aurais pas attendu 3 jours pendant que j'étais seul avec 40 de fièvre. Tu serais venu par amour filial, pas par intérêt matériel. Un silence pesant est tombé dans la pièce. Maître Dubois semblait mal à l'aise, regardant alternativement Sophie et moi. Maintenant, je vais vous demander à tous les deux de partir. J'ai eu une évaluation cognitive complète hier et le rapport du médecin confirme que je suis parfaitement capable de prendre mes propres décisions. Mon avocat a une copie de ce rapport ainsi que d'un mandat de protection future que j'ai signé. Si vous tentez quoi que ce soit contre moi, Sophie, ce document sera immédiatement présenté au juge. Sophie a pâli. Un mandat de protection future? Pour qui? Pour Bernard. Il est désormais la personne légalement désignée pour prendre des décisions en mon nom si je deviens incapable de le faire. Pas toi. Tu ne me fais pas confiance à ce point? Sa voix tremblait, mêlant colère et incrédulité.
Comment pourrais-je te faire confiance après ce que tu as fait? Tu as prouvé que tes intérêts passaient avant les miens. Sophie a attrapé son sac et s'est dirigée vers la porte, suivie par Maître Dubois qui m'a adressé un signe de tête embarrassé. Avant de sortir, elle s'est retournée. Tu le regretteras, papa. Tu es en train de détruire notre famille. Non, Sophie. C'est toi qui l'as détruite, en oubliant ce que signifie réellement être une famille. La porte s'est refermée avec un claquement sec, laissant derrière elle un silence assourdissant. Je me suis assis lourdement sur le canapé, épuisé par la confrontation. Mais, étrangement, je me sentais également plus léger. J'avais dit ce que j'avais sur le cœur, sans détour. J'avais pris les mesures nécessaires pour me protéger. Et surtout, j'avais enfin compris qui était vraiment ma fille. La sonnerie de mon téléphone m'a tiré de mes réflexions. C'était Bernard. « Léon, je viens d'avoir un appel furieux de Sophie. Que s'est-il passé ?» Je lui ai raconté la visite surprise avec l'avocat. Bernard a poussé un long soupir. Je m'attendais à quelque chose du genre, mais pas si vite. Elle est déterminée. Oui, mais moi aussi. Et j'ai la loi et la justice de mon côté. Absolument. Reste vigilant, Léon. Ce genre de conflit familial peut devenir très laid. Après avoir raccroché avec Bernard, j'ai reçu un autre appel. C'était Clémence. « Léon, j'ai vu votre fille et un homme quitter votre immeuble. Il n'avait pas l'air content. Tout va bien ?» J'ai souri malgré moi. Clémence veillait toujours sur moi, discrètement mais efficacement. « Oui, Clémence. Tout va bien maintenant. Pourriez-vous monter prendre un thé? J'ai besoin de parler à quelqu'un qui me comprend. J'arrive tout de suite. » En attendant Clémence, j'ai regardé par la fenêtre la ville qui s'étendait devant moi. Paris, immuable et changeante à la fois, comme la vie elle-même. J'avais passé 72 ans sur cette terre, connu l'amour avec Marguerite, la joie d'être père, la douleur de perdre ma femme, et maintenant la déception face à ma fille. Mais j'avais aussi découvert qu'il n'était jamais trop tard pour trouver de nouvelles personnes dignes de confiance. Des personnes comme Clémence, qui m'avaient rappelé que la générosité et l'altruisme existaient encore dans ce monde de plus en plus individualiste. La sonnette a retenti, annonçant l'arrivée de Clémence. J'ai ouvert la porte, accueillant cette amie inattendue que la vie m'avait offerte au moment où j'en avais le plus besoin. Je ne savais pas ce que l'avenir me réservait, mais une chose était sûre. Je ne laisserai plus personne, pas même ma propre fille, me traiter comme un vieillard incapable ou comme un simple distributeur d'héritage. J'étais encore vivant, encore capable, et plus déterminé que jamais à vivre mes dernières années avec dignité et selon mes propres termes. 3 mois s'étaient écoulés depuis la confrontation avec Sophie et son avocat. L'hiver avait cédé la place à un printemps timide. Les arbres du boulevard commençaient à se parer de leurs premières feuilles. Ma santé s'était complètement rétablie et j'avais repris mes habitudes. Mes promenades matinales au jardin du Luxembourg, mes après-midi de lecture, mes visites hebdomadaires au musée d'Orsay, où je retrouvais toujours avec émotion les tableaux préférés de Marguerite. Ma relation avec Sophie, en revanche, restait glaciale. Après notre dernière altercation, elle n'avait plus tenté de me forcer à déménager, mais ses rares appels étaient brefs et formels. Je savais qu'elle n'avait pas renoncé, qu'elle attendait simplement son heure. Cette situation me brisait le cœur, mais je restais ferme. Je ne céderais pas au chantage affectif. Un matin d'avril, alors que je prenais mon petit déjeuner, mon téléphone a sonné. C'était Bernard. « Léon, j'ai des nouvelles importantes. Es-tu chez toi? Je peux passer ?»« Bien sûr, viens quand tu veux. » 1 heure plus tard, Bernard était assis en face de moi, un dossier à la main. Son expression grave m'a immédiatement alerté. « Qu'y a-t-il, Bernard? Tu as l'air préoccupé. » J'ai reçu un courrier du tribunal. Sophie a entamé une procédure pour te placer sous tutelle. Le choc m'a coupé le souffle. Sous tutelle? Moi? Oui. Elle prétend que ta maladie a provoqué une détérioration cognitive et que tu n'es plus en mesure de prendre des décisions rationnelles concernant ton patrimoine. Elle cite comme preuve le changement de ton testament et le mandat de protection future. Mais c'est absurde. J'ai un certificat médical qui atteste de ma pleine lucidité. Je sais, Léon, et c'est notre meilleur atout.
Mais Sophie a trouvé un médecin prêt à témoigner que ses actions pourraient être le signe d'une paranoïa naissante. J'ai serré les poings, la colère montant en moi comme une vague. Comment ose-t-elle? Sa propre mère serait mortifiée de voir ce qu'elle est devenue. Bernard a posé une main apaisante sur mon bras. « Calme-toi, Léon. La colère ne nous aidera pas. Nous devons agir méthodiquement. J'ai déjà préparé notre défense et nous avons de solides arguments. Le juge n'accédera pas facilement à sa demande, surtout avec le rapport du docteur Martin. Que dois-je faire? Pour l'instant, rien. Laisse-moi gérer l'aspect juridique. Continue ta vie normalement. Montre à tous que tu es parfaitement autonome et équilibré. » Après le départ de Bernard, je suis resté assis un long moment, assommé par cette nouvelle trahison de ma fille. Elle était prête à me faire déclarer incapable juridiquement, à m'humilier publiquement, tout cela pour s'assurer de son héritage. Comment en était-elle arrivée là? La sonnette a retenti, me tirant de mes sombres pensées. C'était Clémence, qui venait m'apporter des croissants frais de la boulangerie du coin, comme elle le faisait souvent désormais. « Léon, vous semblez bouleversé. Que s'est-il passé ?» Je lui ai raconté la visite de Bernard et l'action en justice intentée par Sophie. Clémence a pâli. « C'est scandaleux. Comment peut-elle faire ça à son propre père? La cupidité peut transformer les gens, Clémence. Même ceux qu'on croyait connaître. Que pouvons-nous faire ?» Ce « nous » m'a réchauffé le cœur. Clémence s'impliquait dans mon combat comme si c'était le sien. Notre amitié s'était considérablement renforcée ces derniers mois. Nous partagions désormais des repas presque quotidiens, alternant entre son appartement et le mien. Nous avions découvert une multitude de centres d'intérêt communs. La musique classique, la littérature russe, les documentaires historiques. Sa présence dans ma vie était devenue un rayon de soleil quotidien. Bernard s'occupe de l'aspect juridique. Mais j'aimerais comprendre comment Sophie a pu changer à ce point. Je ne reconnais plus ma fille. Avez-vous essayé de lui parler calmement, loin des questions d'héritage et d'appartement? Non. Nos dernières conversations ont toutes dégénéré en confrontation. Peut-être devriez-vous l'inviter à déjeuner, dans un lieu neutre, un restaurant par exemple. Essayez de renouer le dialogue. J'ai hésité. L'idée de me retrouver face à Sophie après cette nouvelle attaque me semblait difficile. Mais Clémence avait raison. Il fallait tenter quelque chose. Je vais y réfléchir. Merci pour votre sagesse, Clémence. Elle a souri, et son sourire a illuminé la pièce. Ce n'est pas de la sagesse, Léon. C'est juste que parfois, un regard extérieur voit plus clairement. Après son départ, j'ai longuement réfléchi. Puis j'ai pris mon téléphone et composé le numéro de Sophie. Elle a décroché presque immédiatement, sa voix tendue. « Oui, papa ?»« Sophie, j'aimerais que nous déjeunions ensemble. Juste toi et moi, sans avocat, sans mari, sans parler d'appartement ou d'héritage, juste un père et sa fille. » Un silence. « Pourquoi maintenant? Tu as appris pour la procédure, c'est ça? » « Oui, et c'est précisément pour cela que nous devons parler. » « Nous ne pouvons pas continuer ainsi, Sophie. » Un autre silence plus long. « D'accord. Quand? Demain midi? Au Procope ?» C'était notre restaurant familial, celui où nous allions pour les occasions spéciales quand Marguerite était encore en vie. « Très bien. À demain alors. » Le lendemain, je me suis préparé avec soin pour ce rendez-vous crucial. J'ai choisi un costume sobre mais élégant, celui que Marguerite préférait. En me regardant dans le miroir, j'ai remarqué à quel point ces derniers mois m'avaient changé. Malgré les épreuves, ou peut-être à cause d'elles, je me tenais plus droit. Mon regard était plus vif, plus déterminé. Je n'étais plus le vieillard résigné que j'étais devenu après la mort de Marguerite. Sophie était déjà attablée quand je suis arrivé au restaurant. Elle portait un tailleur strict, ses cheveux tirés en arrière dans un chignon sévère. Elle ressemblait tellement à sa mère physiquement, mais leur essence était si différente. Marguerite avait toujours été douce et attentionnée, alors que Sophie... « Bonjour Sophie. »« Papa. » Nous avons commandé en silence, puis quand le serveur s'est éloigné, j'ai pris une profonde respiration. « Sophie, je voulais te parler loin des avocats et des procédures. Je veux comprendre comment nous en sommes arrivés là. » Elle a haussé les épaules. « C'est pourtant simple.
Tu as décidé de donner une partie de ton patrimoine à une étrangère et tu refuses d'envisager une solution qui garantirait ta sécurité à long terme. Une étrangère. Clémence m'a peut-être sauvé la vie, Sophie. Elle a été là quand ma propre fille ne l'était pas. Toujours cette histoire. J'étais occupé, papa. J'ai un poste à responsabilité des enfants. Je sais, et je comprends que ta vie soit remplie. Mais ce que je ne comprends pas, c'est pourquoi tu sembles considérer ton héritage comme plus important que notre relation. Sophie a eu un mouvement d'impatience. Ce n'est pas l'héritage qui m'importe, c'est le principe. Tu as toujours dit que tout ce que tu avais construit était pour moi, pour tes petits-enfants. Et maintenant, tu veux donner la moitié à cette femme que tu connais à peine. Je la connais mieux que tu ne le penses. Et elle ne veut pas de cet argent pour elle-même. Elle veut créer une fondation au nom de ta mère, pour aider les personnes âgées isolées. Cela a semblé déstabiliser Sophie. Une fondation? Au nom de maman? Oui. Clémence sait combien Marguerite était importante pour moi. Elle veut honorer sa mémoire. Sophie a baissé les yeux sur son assiette, jouant distraitement avec sa nourriture. Tu n'as jamais mentionné cela. Tu ne m'en as jamais laissé l'occasion. Depuis ma maladie, chacune de nos conversations a tourné autour de l'appartement, de la résidence, de l'héritage. Jamais autour de nous, de ce que nous ressentons, de ce que nous vivons. Un silence s'est installé, lourd de non-dits. Finalement, Sophie a relevé la tête, et j'ai vu des larmes dans ses yeux. J'ai eu peur, papa. Quand j'ai appris que tu étais si malade, j'ai eu peur. Pas seulement de te perdre, mais aussi de ne pas être à la hauteur. Maman savait toujours quoi faire dans ces situations. Pas moi. C'était la première fois qu'elle évoquait sa vulnérabilité depuis des années. J'ai senti mon cœur se serrer. Sophie, personne ne te demande d'être comme ta mère. Elle était unique, comme tu es unique. Mais il y a une différence entre ne pas savoir quoi faire et ne rien faire du tout. Je sais. J'aurais dû venir. J'ai laissé le travail passer avant tout, comme toujours. Mais quand j'ai appris pour le testament, ça m'a fait si mal, papa. Comme si tu me punissais. Comme si tu effaçais toutes ces années où j'ai été une bonne fille. Je ne te punis pas, Sophie. Je prends une décision qui me semble juste, étant donné les circonstances. Et je n'efface pas le passé. Tu as été une fille merveilleuse pendant de nombreuses années. C'est justement pourquoi ton comportement récent m'a tant blessé. Sophie a essuyé une larme qui coulait sur sa joue. Et cette procédure de tutelle, c'était une erreur. Mathis a insisté, disant que c'était le seul moyen de te protéger contre l'influence de cette femme. J'ai laissé mon jugement être obscurci par la colère et la jalousie. Jalousie? Oui, papa. Je suis jalouse de Clémence. Du temps que tu passes avec elle, de la confiance que tu lui accordes, un rôle qui devrait être le mien. Je n'avais jamais envisagé les choses sous cet angle. Sophie n'était peut-être pas seulement motivée par l'appât du gain, mais aussi par des émotions plus complexes. La peur, la jalousie, l'insécurité. Sophie, personne ne peut prendre ta place dans mon cœur. Tu es ma fille, et je t'aimerai toujours. Mais Clémence a gagné ma confiance quand j'en avais le plus besoin. Elle ne cherche pas à te remplacer. Sophie a hoché la tête lentement. Je comprends mieux maintenant. Et je vais retirer ma demande de mise sous tutelle. C'était une erreur, je le vois bien. Un poids immense s'est levé de mes épaules. Merci, Sophie. C'est un premier pas important. Mais pour le testament, papa, est-ce définitif? Oui, Sophie. Je maintiens ma décision. La moitié de mon patrimoine ira à la fondation que Clémence créera au nom de ta mère. L'autre moitié te reviendra, conformément à la loi. C'est juste, et je pense que ta mère l'approuverait. Sophie a soupiré, mais n'a pas protesté davantage. Nous avons terminé notre repas dans un silence plus détendu, évoquant même quelques souvenirs de Marguerite, chose que nous n'avions pas faite ensemble depuis son décès. En quittant le restaurant, Sophie m'a étreint brièvement. Je suis désolé, papa. Pour tout, j'essaierai de faire mieux. C'est tout ce que je demande, Sophie, que tu essaies.
De retour chez moi, j'ai immédiatement appelé Bernard pour l'informer que Sophie allait retirer sa demande de mise sous tutelle. Mon vieil ami était soulagé mais prudent. C'est une excellente nouvelle, Léon. Mais reste vigilant. Les conflits familiaux sont compliqués et les émotions peuvent fluctuer. Je le sais, Bernard, mais c'est un début. Ensuite, j'ai appelé Clémence pour lui raconter ma réconciliation partielle avec Sophie. Elle a partagé mon soulagement. Je suis si heureuse pour vous, Léon. La famille est précieuse, malgré ses imperfections. Oui, et vous avez eu raison de me pousser à cette rencontre. Merci, Clémence. De rien, Léon. C'est à ça que servent les amis. Les semaines suivantes ont vu une amélioration progressive de mes relations avec Sophie. Elle venait me voir plus régulièrement, parfois accompagnée de mes petits-enfants. Nous évitions soigneusement les sujets sensibles, nous concentrant sur la reconstruction de notre lien. Ce n'était pas parfait, mais c'était un début. Un soir de mai, alors que je prenais l'apéritif chez Clémence, elle m'a surpris par une proposition inattendue. « Léon, j'ai beaucoup réfléchi ces derniers temps. Nous passons tellement de temps ensemble, à monter et descendre les escaliers entre nos deux appartements. Ne serait-il pas plus simple de vivre au même endroit ? J'ai failli m'étouffer avec mon verre de vin. Vous me proposez de vivre ensemble ? Elle a ri, ses yeux pétillants d'amusement. Ne faites pas cette tête, Léon. Ce n'est pas une proposition indécente, simplement une solution pratique. Mon appartement est plus petit que le vôtre, mais il a l'avantage d'être de plein pied. Mais que diraient les gens ? À notre âge, Léon, que nous importe ce que pensent les gens. Nous sommes libres, indépendants, et nous apprécions mutuellement notre compagnie. Pourquoi se compliquer la vie avec des allers-retours incessants ? Sa proposition me tentait plus que je n'osais l'admettre. Ces derniers mois avec Clémence avaient été parmi les plus heureux depuis la mort de Marguerite. Sa présence dans ma vie avait apporté une lumière que je croyais éteinte à jamais. Et Sophie, que dirait-elle si je vendais l'appartement après tout ce conflit ? Vous ne vendriez pas nécessairement. Vous pourriez le louer, ou même le proposer à Sophie si elle est toujours intéressée. Mais cette fois, à vos conditions. Je vais y réfléchir, Clémence. C'est une décision importante. Elle a souri, comprenant ma réserve. Prenez votre temps, Léon. Je ne vais nulle part. Cette nuit-là, je n'ai pas beaucoup dormi. La proposition de Clémence tournait dans mon esprit, soulevant des questions que je n'avais pas envisagées depuis longtemps. Étais-je prêt à partager de nouveau ma vie avec quelqu'un ? Que penserait Marguerite de cette situation ? Et Sophie ? Le lendemain matin, j'ai pris une décision. J'ai appelé Sophie et lui ai demandé de venir me voir dans l'après-midi. Elle est arrivée à l'heure, l'air curieux mais moins tendu que lors de nos précédentes rencontres. « Que se passe-t-il, papa ? Tu semblais préoccupé au téléphone. »« Sophie, j'ai quelque chose d'important à te dire. Clémence m'a proposé que nous vivions ensemble et j'envisage sérieusement d'accepter. » J'ai vu son visage se crisper légèrement, mais elle a gardé son calme. « Vivre ensemble ? Dans quel appartement ? » Probablement le sien. Il est plus adapté à mes besoins actuels. Et concernant cet appartement, tu vas le vendre ? Sa voix trahissait une tension sous-jacente. Non, Sophie. Je pensais te le proposer à toi et à ta famille, mais pas en donation. En location, avec un loyer équitable, inférieur au prix du marché. Ses yeux se sont écarquillés de surprise. Tu nous proposerais de vivre ici ? Oui, si vous êtes intéressé. Cela réglerait ton problème d'espace pour les enfants et me permettrait de garder la propriété tout en sachant que l'appartement est habité par ma famille. Je ne sais pas quoi dire, papa. Ne dis rien pour l'instant. Parle-en avec Mathis. Réfléchissez-y sérieusement. C'est une proposition qui nous arrangerait tous, je pense. Sophie a hoché la tête, visiblement émue. Merci, papa. C'est inattendu et généreux. Ce n'est pas de la générosité, Sophie, c'est de la famille. Malgré nos différends, tu restes ma fille, et je veux ton bonheur. Elle s'est levée, et pour la première fois depuis des mois, m'a serré dans ses bras spontanément. Je t'aime, papa. Malgré tout ce qui s'est passé, je t'aime. Je t'aime aussi, Sophie. Après son départ,
J'ai appelé Clémence pour l'informer de ma décision. Sa voix chaleureuse m'a accueilli avec joie. « Alors, Léon, avez-vous réfléchi à ma proposition ?»« Oui, Clémence. Et ma réponse est oui. J'accepte de vivre avec vous. »« Oh, Léon, je suis si contente. Quand voulez-vous que nous commencions les préparatifs ?»« Dès que possible. J'ai proposé à Sophie de louer mon appartement et elle semble intéressée. C'est merveilleux. Une solution qui convient à tout le monde. » Une semaine plus tard, Sophie m'a confirmé qu'elle et Mathis étaient intéressés par la location de l'appartement. Nous avons convenu des modalités avec l'aide de Bernard, qui a rédigé un contrat de location en bonne et due forme, protégeant mes intérêts tout en offrant à ma fille des conditions avantageuses. Le déménagement a été organisé pour la fin du mois. Clémence et moi avons passé des journées entières à trier mes affaires, décidant ce que j'emporterais dans notre nouvelle vie commune et ce que je laisserais à Sophie. Ce processus a été à la fois douloureux et libérateur. Chaque objet racontait une histoire, évoquait un souvenir, mais chaque décision de laisser quelque chose derrière moi était aussi un pas vers un nouvel avenir. Le jour du déménagement, Sophie et sa famille sont venus m'aider. Mes petits-enfants couraient joyeusement dans l'appartement, explorant ce qui allait devenir leur nouveau foyer. Mathis, plus cordial que je ne l'avais vu depuis longtemps, a personnellement transporté mes meubles les plus précieux jusqu'à l'appartement de Clémence, situé 2 étages plus bas. Alors que je m'apprêtais à quitter l'appartement où j'avais vécu tant d'années avec Marguerite, une vague d'émotion m'a submergé. Sophie l'a remarqué et s'est approchée de moi. « Tu peux revenir quand tu veux, papa. C'est toujours chez toi ici. Merci, ma fille. Prenez-en soin. Nous le ferons. Et j'espère que tu seras heureux avec Clémence. Je le suis déjà, Sophie. Et savoir que tu es ici, que mes petits-enfants grandiront dans ces murs, me remplit de joie. » Nous nous sommes étreints, et pour la première fois depuis la mort de Marguerite, j'ai senti que notre famille avait une chance de guérir. Ma nouvelle vie avec Clémence a commencé ce jour-là. Nos routines se sont naturellement harmonisées, comme si nous avions toujours vécu ensemble. Les matins, nous prenions le petit déjeuner sur le balcon, contemplant Paris qui s'éveillait. Les après-midi, nous explorions la ville, redécouvrant des quartiers que nous pensions connaître par cœur. Les soirs, nous lisions côte à côte, partageant parfois un passage particulièrement beau ou émouvant. Sophie et les enfants venaient déjeuner chez nous chaque dimanche. Au début, ces rencontres étaient un peu tendues, mais progressivement, une nouvelle dynamique familiale s'est installée. Sophie a même commencé à apprécier Clémence, reconnaissant en elle la femme exceptionnelle qu'elle était. Un soir, alors que nous contemplions un magnifique coucher de soleil depuis notre balcon, Clémence m'a pris la main. « Êtes-vous heureux, Léon ? J'ai réfléchi à tout ce qui s'était passé ces derniers mois, à la maladie qui avait failli m'emporter, à la trahison que j'avais ressentie face à l'abandon de Sophie, à la colère, la déception, la douleur, mais aussi à la rencontre providentielle avec Clémence, à la force que j'avais trouvée pour défendre mes droits, à la réconciliation progressive avec ma fille, à cette nouvelle vie qui s'ouvrait devant moi, inattendue mais merveilleuse. Oui, Clémence, je suis heureux, plus que je ne l'aurais cru possible à mon âge. » Elle a souri, serrant ma main un peu plus fort. « Moi aussi, Léon, moi aussi. Cette histoire aurait pu être tragique. Elle aurait pu se terminer dans l'amertume et la rupture familiale. Mais parfois, des épreuves naissent des opportunités inattendues. Ma maladie, l'abandon de Sophie, la modification de mon testament. Tous ces événements douloureux m'avaient finalement conduit à une nouvelle chance de bonheur. J'ai compris que même à 72 ans, la vie pouvait encore réserver des surprises, que les fins n'étaient souvent que des débuts déguisés, que la justice n'était pas toujours dans la punition, mais parfois dans la transformation qu'elle engendrait. Et surtout, j'ai compris que l'héritage le plus précieux n'était pas matériel. Ce n'était pas mon appartement, ni mes investissements. C'étaient les valeurs que je transmettais à ma famille, la dignité avec laquelle je menais ma vie, l'amour que je donnais et recevais, la capacité à pardonner sans oublier, à avancer sans renier le passé. Sophie avait appris une leçon précieuse sur la famille et les priorités.
J'avais appris à défendre mes droits sans fermer mon cœur. Et ensemble, nous avions trouvé un chemin vers la guérison. Quant à Clémence, elle m'avait rappelé que la générosité désintéressée existait encore dans ce monde, que l'on pouvait trouver de la lumière dans les moments les plus sombres, que l'on n'était jamais trop vieux pour commencer un nouveau chapitre. Chers amis qui me suivez depuis le début de cette histoire, je vous remercie du fond du cœur pour votre soutien et votre écoute. Mon parcours n'a pas été facile, mais il m'a appris tellement sur la vie, l'amour et la résilience. J'espère que mon expérience vous aura touché et peut-être même inspiré. Nous traversons tous des épreuves, des moments où nos proches nous déçoivent, des situations qui nous poussent à nous remettre en question. Mais c'est souvent dans ces moments difficiles que nous découvrons notre véritable force. Si vous avez vécu une situation similaire ou si vous traversez actuellement des conflits familiaux, sachez que vous n'êtes pas seul. La vie nous réserve parfois des surprises merveilleuses, même quand tout semble perdu. N'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne pour d'autres histoires authentiques qui touchent au cœur de nos expériences humaines. Et partagez dans les commentaires. Avez-vous déjà dû vous battre pour préserver votre dignité face à vos proches? Comment avez-vous géré cette situation? Vos témoignages peuvent aider d'autres personnes qui traversent des épreuves similaires. Merci encore pour votre présence et votre bienveillance. Comme me l'a appris cette expérience, il n'est jamais trop tard pour défendre ce qui est juste, pour ouvrir son cœur à de nouvelles rencontres et pour trouver le bonheur, même dans les circonstances les plus inattendues.